La France ne laissera jamais personne, ni aujourd'hui, ni demain, remettre en cause la stabilité et la sécurité du Tchad, déclarait Emmanuel Macron le 23 juin en forme d'oraison funèbre, prononcée après la mort de Idriss Déby, maréchal tombé au front le 20 avril 2021 dans sa lutte acharnée contre les rebelles. Emmanuel Macron donnait donc ainsi onction à Mahamat Idriss Déby Itno de reprendre le flambeau de son père. Emmanuel Macron mettait donc sous sa protection et sous son aisselle Idriss Mahamat Déby, qui pourtant n'avait pas respecté la Constitution. Oui, la France, pays des droits de l'homme, n'avait pas hésité d'admettre ou alors même d'ouvrir les bras et de dérouler le tapis rouge au fils du dictateur tchadien, alors que la Constitution imposait plutôt le président de l'Assemblée nationale. Que non, la France, pays de démocratie, prompte à critiquer les militaires au Mali, avait fermé les yeux, ou plutôt avait invité les autres chefs-faillons de la sous-région du G5 Sahel, les 4 autres chefs d'État, venir assister aux obsèques d'Idriss Déby ce 23 avril-là, où il y avait pas moins de 12 chefs d'État et gouvernement, le tout coiffé par la France, puissance coloniale, dans son vrai rôle. Et bien sûr, la France donnait aussi non seulement le pouvoir, mais aussi une crédibilité internationale au Conseil militaire de la transition, mais surtout, il y avait des conditions, cette obéissance du fils ou alors de l'enfant envers son père. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'à la façon d'un père qui, avec un claquement de doigts, demande à son fils de venir prendre des leçons ou alors des injonctions, Emmanuel Macron a invité Mahamat Idriss Déby Itno de venir à Paris. Il est donc parti du Tchad dimanche et ce lundi, il a été reçu à 10h au palais de l'Élysée. Que se sont-ils dit? Personne n'en sait rien, puisque la presse n'a même pas eu accès, ne serait-ce qu'à la cour du palais de l'Élysée. Réception donc à huis clos, ou alors tout simplement des injonctions pour que Mahamat Idriss Déby puisse aller juste exécuter les ordres de son maître. Au-delà du communiqué qu'ils vont certainement publier pour parler de leur collaboration, de leur amitié entre les deux pays, de rappeler que Idriss Déby Itno était celui-là qui dirigeait au moment de sa mort encore le G5 Sahel, il faut rappeler que le Tchad reste un point d'ancrage pour la France, qui d'ailleurs a installé le QG de la force Barkhane. Il faut aussi savoir que la France, à partir du Tchad, est en train de contrôler la Russie, qui est en train de se mouvoir au niveau non seulement de la République centrafricaine,
mais qui est aussi en train de lorgner de l'autre côté du Mali. Oui, il faut bien le dire, si la Russie s'est installée en République centrafricaine, c'est parce que la France elle-même avait abandonné la République centrafricaine en 2013 pour courir vers le Mali. Ainsi, Touadéra, constatant qu'il y avait un vide et cherchant des partenaires, avait tendu les mains à la Russie qui n'attendait plus que ça à travers, bien sûr, ce qu'on appelle Wagner, que d'autres qualifient comme des mercenaires. Mais aujourd'hui, également, Emmanuel Macron, dans son orgueil, a voulu mettre de côté les autoritaires de la junte militaire malienne en disant qu'il mettait fin à la coopération. Et il a vu des réactions qui étaient en train de se passer, d'autant plus que la société malienne est de plus en plus en train de se prononcer pour la collaboration avec la Russie. Et la Russie était bien également aussi en train de guetter déjà ce chemin ou ce territoire abandonné en friche, où la France, pourtant, c'est qu'elle a beaucoup d'intérêt à y perdre. Emmanuel Macron a donc fait venir aussi Mahamat Idriss Déby pour parler de cette façon que aujourd'hui la Russie est en train de vouloir faire une pénétration en force, en puissance vers la République tchadienne. Et d'ailleurs, on a pu le constater, des incidents qui sont survenus au niveau de la frontière entre la Russie et entre la République centrafricaine et le Tchad, où justement le 30 mai, suite à une incursion des FACA, c'est-à-dire les forces armées centrafricaines appuyées par les paramilitaires russes, on a enlevé, on a attaqué un poste avancé de l'armée tchadienne. Ainsi, 5 de ces militaires tchadiens ont été enlevés avant d'être égorgés. Bien sûr qu'ils ont été égorgés au territoire centrafricain et cela a été une véritable déclaration de guerre. Même si la République centrafricaine, les autorités par la voix du porte-parole du gouvernement, a nié l'implication des forces armées centrafricaines, il convient de dire que selon les informations que nous pouvons avoir venant des enquêteurs de l'ONU et aussi de l'Union africaine, que les forces armées centrafricaines et aussi les commandos ou alors les paramilitaires russes de Wagner, qu'on appelle des mercenaires, étaient bel et bien impliqués dans cet enlèvement. Mais pas que ça, parce que la Russie voudrait actuellement contrôler aussi la frontière entre le Tchad et la République centrafricaine. Ce que la France ne veut pas, d'autant plus que de ce côté-là est réfugié François Bozizé, qui lui également est en train de mettre ce qu'on peut dire les autorités centrafricaines dans tous les États, parce que dirigeant ce qu'on peut appeler la CPC, qui est un groupement qu'on a appelé bien sûr des patriotes pour le changement, la coalition des patriotes pour le changement, cette coalition qui s'est dressée contre Bangui et contre la Russie pour essayer de venir récupérer le pouvoir. La Russie voudrait donc, en contrôlant la frontière, mettre non seulement François Bozizé hors d'état de nuire, mais aussi établir des accords militaires et s'installer au Tchad. Ce que la France ne veut pas.
la France sera définitivement donc bottée en touche. La France a donc, avec un mauvais œil, regardé ce qui s'est passé justement le 23 juin 2021, lorsque le Conseil militaire de la transition a envoyé une délégation à Moscou pour aller assister à une conférence sur la sécurité internationale. Et cette délégation était conduite par le ministre de la Défense du Tchad, qui n'est ni moins ni plus que le général Daoud Brahim. Le général Daoud Yahya Brahim était donc accompagné de deux autres ministres, donc des Affaires étrangères et aussi de la sécurité. Et là-bas, ils ont voulu signer des accords avec la Russie, ce qui a mis Emmanuel Macron dans tous ses États, considérant cela comme une trahison, d'autant plus que, au niveau du site de l'armée tchadienne, on lisait par exemple que la Russie avait été d'accord pour pouvoir non seulement aider l'armée tchadienne à pouvoir réparer ses engins, mais aussi à lui fournir le matériel militaire. Soit dit en passant, la Russie était en collaboration déjà avec le Tchad et avait même signé des conventions. Mais ça, c'était le 24 novembre 1964. Mais la France est revenue en force lorsque Idriss Déby est arrivé au pouvoir. Et ça fait de telle sorte que la Russie a définitivement, ou alors l'Union soviétique à l'époque, a pratiquement perdu la main au niveau du Tchad. Or aujourd'hui, cette coopération que la Russie est en train de vouloir proposer au Tchad montre tout simplement qu'elle est en train de vouloir couper l'herbe sous les pieds de la France, qui considère le Tchad comme son allié primordial dans sa position stratégique par rapport au Sahel. Voilà l'une des causes de la venue de Mahamat Idriss Déby Itno à Paris, pour venir expliquer justement à Emmanuel Macron pourquoi a-t-il voulu tendre la main à la Russie. D'autant plus que si la Russie commence cette coopération, eh bien, le Tchad sera obligé de livrer François Bozizé aux autorités centrafricaines, qui n'attendent que ça. Ce sera le cadeau du ciel. Or, la France, sans pour autant le dire de façon officielle, soutient néanmoins Bozizé qui, depuis le mois de mars, est entré dans le maquis et qui a fusionné les forces des rebelles qui se sont cachés, repliés au Tchad pour pouvoir mener des incursions vers la République centrafricaine. Laissez donc la Russie venir créer une coopération militaire avec le Tchad, ce serait un très gros échec pour la France qui définitivement risque d'être hors jeu dans ce qu'elle considère, autant pour moi, comme son précaré. La Russie, bien sûr, a eu à fournir pas mal de choses, comme le disent les autorités tchadiennes. Le matériel, 90% du matériel tchadien vient de la Russie. Mais cependant, c'est un matériel de guerre qui aujourd'hui parfois est en panne. Et c'est la Russie qui promet donc venir l'entretenir, ce que Paris refuse complètement. D'autant plus que Paris, aujourd'hui,
a été botté hors circuit par la Russie en République centrafricaine. Tout le monde le sait. Depuis la réélection, par exemple, de Archange Faustin Touadéra, le 27 décembre 2020, et depuis également que la France a eu à prendre des distances, il faut se dire que la situation avec Poutine est très très tendue et que les enjeux en Afrique sont énormissimes. Voilà pourquoi est-ce que Mahamat Idriss Déby devait venir rassurer Emmanuel Macron, puisque c'est Emmanuel Macron qui lui a donné onction pour être président de la transition pendant 18 mois, et que d'ailleurs, lorsqu'on essaie de voir, la France risque même de faire que cela soit prolongé, cette transition, puisque déjà, au niveau du Tchad, les autorités de N'Djamena commencent à dire que peut-être l'élection sera renvoyée une première fois, peut-être que la transition sera reconduite pour 18 mois supplémentaires parce qu'il n'y a pas de moyens pour organiser une élection. Mais cependant, pour que la pilule passe, il faudrait bien qu'il y ait l'accord de Paris. Paris a donc rappelé son chargé d'affaires, qui est donc Mahamat Idriss Itno, pour une fois de plus lui donner des injonctions. Et ceci, c'est un calendrier qui n'est pas un hasard, puisque vendredi, le ministère de la Défense a annoncé, le ministère français de la Défense a annoncé la reprise de la coopération militaire entre Paris et le Mali. Et pourtant, c'est Paris qui avait tout simplement dit il y a moins d'un mois qu'il se retirait, qu'il abandonnait. Mais aujourd'hui, ayant vu que la Russie allait profiter pour bondir, parce que justement, Goïta, le colonel qui dirige la junte, lui aussi a été formé en Russie. Et quand il est formé en Russie, s'il est abandonné par Paris, il va se réfugier auprès de Vladimir Poutine, d'autant plus que la population malienne commence à crier son ras-le-bol par rapport à l'insécurité qui règne au Mali, malgré le fait que la France y soit installée avec la force Barkhane qui compte pas moins de 5112 éléments. Mais la France ne parvient pas à faire le job. La France ne parvient pas à rétablir la sécurité. La France ne parvient pas à sortir du bourbier. Bien au contraire, plus les jours vont, plus la situation de l'insécurité ne fait que s'aggraver. Pourquoi la France accepte donc rester au Mali, reconduire encore un nouveau contrat alors que cette même France menaçait de quitter? Eh oui, on a beau entendre dire que la France vient au Mali pour défendre le pouvoir en place, ou alors défendre la sécurité, ou alors se livrer à ce qu'on peut dire la guerre contre le terrorisme, contre l'extrémisme, contre le djihadisme. Toujours est-il que la France ne peut pas perdre au moins 50 militaires pour rien, pour les beaux yeux du Mali. Non, il n'y a rien pour rien. Les enjeux sont énormissimes. Et la France, au Mali, c'est que c'est un territoire qui est sacré, est bourré de richesses, donc particulièrement le pétrole, le gaz, sans même oublier que le Mali est le 3e pays producteur de l'or en Afrique. Mais aussi le Mali
à d'autres ressources minières qui sont importantissimes, qui sont recherchées, telles que le coltan, qui sert à la fabrication, par exemple, des portables. Et ce n'est pas tout. Le Mali a d'autres choses qui sont dans son sous-sol. Qu'on soit donc clair, la guerre au Mali, c'est d'abord une guerre économique. La guerre au Mali, c'est aussi une guerre de grandes puissances qui veulent faire main basse sur ces trésors inexplorés, incomptables, qui est dans ce pays qui pourtant est l'un des plus pauvres du monde. Le Mali, quand la France y arrive, il faut voir la chronologie. La France n'est pas arrivée au Mali juste parce que c'était un effet de hasard. Non, c'est parce qu'il y a eu la découverte du pétrole, du gaz et surtout aussi, comme je l'ai dit, de beaucoup d'autres ressources minières. Ainsi, depuis 2005, il faut savoir que le Mali était déjà beaucoup guetté parce qu'on savait bel et bien qu'il pouvait avoir, en faisant des prospections au niveau du pétrole, qu'il pouvait avoir, bien sûr, des découvertes. Mais cette fois-ci, il y a des certitudes qui sont établies, à savoir que c'est des gisements pétroliers et gaziers qui sont énormissimes. Et c'est pour ça d'ailleurs que en 2013, va-t-on constater, la France va faire son entrée au Mali. Et aussi, on va constater que la guerre se concentre beaucoup plus dans la partie nord. Mais en réalité, c'est cette partie qui est aussi très pauvre, qui regorge de beaucoup de ressources. En 2013, justement, la structure chargée de faire la prospection a bel et bien établi qu'il y avait beaucoup de pétrole. Et d'ailleurs, la société qu'on appelle Petroma avait pu dire que, ne serait-ce que sur un bassin, qui est énorme d'ailleurs, à savoir Pouadéni, c'est un bassin qui, lui seul, a une superficie qui peut avoir 850 000 km². Et partout, c'est du gaz, du pétrole. La France sait donc qu'à travers, par exemple, sa structure, à travers des multinationales comme Total, qu'elle ne doit pas perdre la main au Mali. C'est aussi simple que ça. Et bien plus, on a encore découvert, non loin du Mali, et d'ailleurs à peine 60 km du Mali, dans la ville de Bouraké-Bougou. On a découvert cette ville qui est aussi à 45 km de là où se trouve la région, la base, la caserne militaire. On a découvert que là-bas, il y avait un gaz qui est rare dans le monde. Parce que c'est du gaz pur qui contient à peu près 98% d'hydrogène. C'est un gaz rare qui attise des convoitises. C'est un gaz qui n'est pas très loin de la capitale et de surcroît n'est pas très loin dans le sous-sol puisqu'il est situé seulement à 107 mètres. Toutes ces choses font donc que les grandes puissances aillent s'embourber au Mali
et nous présente juste la guerre contre le djihadisme, l'extrémisme. Même au nord du Mali, là où sont installés les rebelles, il faut se dire que tous n'ont pas la même vision. Puisque la SEMA, par exemple, c'est un groupement laïque qui a été créé après la rébellion de 2012. Ce groupe qui est complètement opposé à l'AQMI, donc Al-Qaïda du Maghreb, c'est un groupe qui, lui, n'a rien à voir avec, par exemple, les califats ou bien va installer ceci. Non. Ils sont installés parce qu'ils revendiquent une chose, à savoir que 20% de ce qu'on peut appeler les richesses pétrolières, minières, soient réinvesties, bien sûr, là-bas, dans le Grand Nord. C'est là où ça se bat. C'est là où il y a de la lutte. Ce n'est donc pas seulement pour dire que c'est le djihadisme qu'on va combattre. A-t-on vu les Maliens quitter du Mali pour venir faire des attentats à Paris? A-t-on vu les Maliens prendre des armes contre les France en France? Non. C'est donc cette guerre qui fait aujourd'hui que derrière cela, des grandes puissances se guettent, se neutralisent, et c'est ça qui crée l'insécurité dans le Mali. C'est la guerre du pétrole, c'est la guerre du gaz, c'est la guerre de l'uranium qui a aussi été découvert, c'est la guerre du manganèse qui se trouve là-bas, c'est la guerre du coltan qui a été découvert aussi au Mali. C'est cette guerre, c'est cette terre qui attire toutes les puissances qui viennent actuellement se cogner là-bas. Alors, le Mali peut-il aller dans les mains de la Russie? Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Mais la France peut-elle réussir à remettre la stabilité au niveau du Mali? C'est aussi moins sûr. Puisque de façon cosmétique, après l'opération Serval, la France a créé Barkhane. Et aujourd'hui, la France dit que l'opération Barkhane est en train d'arriver au terme de sa période d'utilité et sera remplacée. Mais en réalité, aucun militaire français ne quittera le territoire. Et même quand la France avait dit que justement elle mettait fin à la coopération militaire, les forces armées françaises sont restées stationnées sur place. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on parle de la force européenne pour Cuba, mais en réalité, cette force européenne à laquelle va s'agripper Paris, ou le nouveau dispositif qui sera remis, eh bien, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, puisque rien ne changera fondamentalement. Je m'explique. Parce que cette task force européenne, en tout et pour tout, a combien d'éléments? Elle n'a même pas plus de 300 éléments. Et la plupart d'entre eux, plus de la moitié, c'est encore des Français. Et d'ailleurs, les Européens qu'on y trouve, les Lettoniens et consorts, ils ne représentent pas grand-chose. Donc, la task force européenne est bel et bien française. Elle dépend de la France. Et Barkhane, qu'il soit baptisé n'importe quoi, ou sauterelle, ou gazelle, il restera tel quel. Les enjeux économiques, les enjeux géostratégiques, les enjeux miniers vont continuer à miner le Mali. Le Mali sera toujours dans l'instabilité parce que ça profite aussi aux grandes puissances. Lorsqu'il y a toute cette instabilité. Oui, lorsque Mamad Déby arrive donc aujourd'hui à Paris, c'est parce que justement il a aussi promis, et il devrait redire cela à Macron, qu'il va continuer
avec l'armée tchadienne, à toujours se mobiliser auprès de la France dans ce qu'ils appellent la guerre contre le djihadisme au Mali. C'est ce qui a fait que Idriss Déby soit maintenu longtemps au pouvoir. C'est ce qui a fait que Macron l'accepte, le présente comme étant le chef d'État pendant qu'il était en train plutôt de dire que du côté du Mali, c'était un coup d'État, un putsch. Mais de l'autre côté, au Tchad, Macron accepte aisément parce qu'il sait pertinemment que l'armée tchadienne est bel et bien là pour la France. Parce que Idriss Déby, c'est l'homme de la France, formé en France, arrivé au pouvoir en 1990 par les armes, grâce à la France. Idriss Déby a été sauvé, que ce soit en 2008 par la France, en 2019 par la France, chaque fois que les rebelles étaient en train de venir là. Et quand on voit le fils d'Idriss Déby, lui-même, il a été formé au lycée Aix-en-Provence, au lycée militaire d'Aix-en-Provence, ici, en France. Et d'ailleurs, en 2013, il va combattre au Mali avec les forces armées tchadiennes au Mali, Fatmi. Et c'est d'ailleurs là où il sera nommé commandant en second. Au Mali, donc, c'est un terrain qu'il connaît. Au Mali, donc, il est le porte-voix, ou alors la courroie de transmission entre le Mali et les autorités françaises. Son rôle devient donc primordial, comme ces laquais qui toujours sont au service de la métropole parce qu'ils veulent garder la main, parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Lui, Paris vante la démocratie, mais surtout, Paris agit par les intérêts. Ceux qui sont ses amis, ceux qui sont prêts à vendre leur pays, ceux qui sont prêts à sacrifier de l'Afrique, c'est eux qui sont tenus à la main par Emmanuel Macron. C'est eux qui peuvent tricher les élections. C'est eux qui peuvent tuer leur population, tirer à bout portant. Jamais la France ne les dénoncera. Jamais la France ne les lâchera. Parce que la France a ses intérêts. Le Mali, donc, aujourd'hui, tout comme le Tchad, sont convoités par la Russie. Et il faudrait que la France agisse vite pour mettre immédiatement ce rival hors d'état de nuire, pour qu'il puisse encore garder cette main de son précaré. Et bien sûr, cette France, dans ce qui semble être aujourd'hui, bien sûr, l'intrusion de la Russie, ne lésera pas, ne cédera pas un seul centime de son pouvoir. Oui, la France avait laissé la République centrafricaine, elle ne peut plus y rentrer. Puisque, entre-temps, Vladimir Poutine a mis la sécurité à côté de Touadéra, qui est gardé par les Russes. Ses ministres sont gardés par les Russes, sans pour autant oublier que la Russie vient même encore envoyer 600 militaires. Hier, ils étaient uniquement là, comme des instructeurs. Mais aujourd'hui, ils agissent immédiatement dans les combats au front. Et la France a compris que sa position devenait très délicate. La France sera donc obligée de protéger non seulement sa relation avec Mahamat Idriss Déby, non, mais surtout aussi de protéger les rebelles. Parce qu'il faut rappeler que celui qui est aujourd'hui le président de la transition, le chef d'État de fait du Tchad, a comme beau-père un rebelle qui
et Babacar s'abonnent. Et justement, il fait partie, c'est-à-dire qu'il est le père d'une des femmes de Mahamat Idriss Déby. Et au-delà de ça, il collabore avec François Bozizé. La France peut passer par le Tchad, et pas souvent par le Tchad, pour déstabiliser la République centrafricaine. La France passe souvent par le Tchad pour aussi déstabiliser même le Mali ou d'autres pays. On se souvient d'ailleurs que le François Bozizé aujourd'hui, qui est devenu presque l'ami des Français, eh bien, à une certaine période, pour arriver au pouvoir, il avait dû bénéficier du soutien du Tchad en 2003 pour arriver au pouvoir. Et d'ailleurs, en 2010, il a encore bénéficié du soutien du Tchad pour combattre les rebelles. Et bien sûr, lorsqu'il a été chassé du pouvoir, le 24 mars 2013, eh bien c'était qui? Eh bien, on a bel et bien vu que c'était encore le Tchad qui était derrière, avec les rebelles du mouvement Sénéca. Et d'ailleurs, il avait déclaré dans une interview à BBC que le Tchad avait joué un double jeu en soutenant les rebelles qui sont venus le chasser du pouvoir. Aujourd'hui donc, Bozizé est un joueur qui est dans la scène et qui joue pour Paris. Oui, parce que tant que Bozizé est là, tant qu'il dirige cette coalition des rebelles, eh bien, de l'autre côté de la République centrafricaine, on perd le sommeil. D'autant plus que on ne contrôle pas la frontière. Une guerre, certainement, est donc aussi en préparation, parce que rien n'est encore perdu. La France va-t-elle lâcher? Non, elle n'a pas encore complètement lâché. Bozizé, comme disait tantôt, capturé par l'armée tchadienne, ne l'a jamais été. Bien au contraire, il est très bien protégé, puisque si le Tchad voulait arrêter Bozizé, on l'aurait déjà arrêté, la France aurait déjà permis de telle sorte qu'on puisse le localiser. La France sait là où se trouve Bozizé. Les autorités tchadiennes savent là où se trouve Bozizé. Mais Bozizé, aujourd'hui, est important pour pouvoir nuire à la Russie. Et la Russie ne peut pas être prête aujourd'hui à pouvoir faire une entrée en force au niveau du Tchad. La Russie a voulu le faire, mais avec cet appel, cette convocation, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que Emmanuel Macron a tiré les oreilles. Il a tiré les oreilles à ce petit général 4 étoiles là, qui d'ailleurs n'est ni le plus âgé, ni le plus gradé, et qui représente juste la continuité d'un régime familial avec la bénédiction de Paris. Paris a accepté que Mahamat Idriss Déby soit chef d'État, pas pour les intérêts du Tchad, pas pour l'intérêt de la stabilité du Tchad, mais pour les intérêts de la France. Et la France va aussi utiliser Idriss Déby tant qu'il faudrait au Mali. Ceux qui disaient et rêvaient que la France pourrait partir du Mali, ils peuvent commencer à pleurer. Ou alors ils peuvent toujours attendre quand le coq aura les dents. Mais pour l'instant, la France va renforcer ses positions au niveau du Mali. Parce qu'il y a des intérêts là-bas. Et parce que c'est une terre bénie. Parce que c'est un coin qu'il faut explorer, qu'il faut exploiter. C'est le malheur du Mali. La richesse de son sous-sol.
ses richesses minières. Oui, le peuple malien restera dans la pauvreté. Et on verra les étrangers qui viendront s'installer là-bas, qui continueront à exploiter la misère d'un peuple qui a été béni de Dieu, mais qui ne peut pas profiter des fruits de ce véritable jardin d'Éden. Oui, l'or du Mali n'appartient pas aux Maliens. Le pétrole du Mali, même si Petroma a fait semblant d'appartenir à l'État malien à 98%, n'appartient pas aux Maliens. Le gaz du Mali n'appartient pas aux Maliens. Oui, et c'était déjà partagé le Mali depuis 2005. 2005, lorsqu'on a découvert dans ce bassin Toadeni qu'il y avait bel et bien du pétrole, ils ont réparti cela en 29 blocs. Et sur les 29 blocs, 15 puissances se sont installées pour se les partager. Certaines sont même africaines, telles que l'Algérie ou même l'Égypte. Mais surtout, les grandes puissances telles que l'Espagne et aussi surtout la France. Et d'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on voit tout ce qui est en train de se dessiner, on pourra bien dire, est-ce que le Mali, dans 20 ans, dans 50 ans, appartiendra encore aux Maliens? Est-ce que les Maliens ne seront pas tout simplement chassés de leur territoire? On croyait la colonisation finie, mais avec les richesses que le bon Dieu a accordées aux Africains, malheureusement, les Africains sont obligés de subir une recolonisation encore beaucoup plus violente, avec, bien sûr, des bases militaires qui viennent installer dans des pays africains. Ces bases militaires ne seront pas détruites. Elles vont plutôt s'accroître. Et leur influence sera encore beaucoup plus grandiose, importante et nuisible qu'avant. Oui, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Le Mali n'est pas sorti de la colonisation. Le Mali est en train de subir une recolonisation, comme cette prophétie de Kadhafi qui disait, je cite, « Le nord du Mali est très riche en ressources minières. Si vous n'y prenez garde, les Occidentaux viendront définitivement s'installer pour exploiter vos richesses. Face, tu es mort. Pile, je te tue. On m'appelle J. Rémy